et bienvenue dans 100% avec la critique de Teslagrad, The Place to Be, Notchan et Retro & Magic sur Croc et bien sûr bonne année. Alors vous savez qu'avant les vacances de Noël, je suis partie en Nouvelle-Zélande et c'est un pays vraiment magnifique, il y a tellement de paysages différents dans cette toute petite île et les gens sont super chaleureux. C'est juste dommage que ce soit si loin de la France. Et comme vous le savez sûrement, c'est en Nouvelle-Zélande qu'ont été tournés Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, puisque Peter Jackson est néo-zélandais. Alors bien sûr, j'ai fait un petit pèlerinage des principaux sites de tournage et en particulier, il est possible de visiter Hobbiton, le village des Hobbits. Et comme je suis super gentille, je vais vous raconter tout ça et vous montrer des photos, mais d'abord, on regarde les news. Détective Grimoire est apparu en premier lieu sous la forme d'un jeu flash pour navigateur développé par les frères Vian en Grande-Bretagne. Ils ont décidé alors de prolonger l'enquête en 2010 avec l'aide de la peintre Catherine Unger au décor et Raphaël Benjamin Meyer pour la superbe musique orchestrale du jeu. Le détective Grimoire est appelé dans un marais dont le seul attrait touristique serait un monstre mystérieux. À vous de mener l'enquête en explorant, récoltant les indices et cuisinant les différents suspects. Le jeu a l'air parfait pour les supports tablettes, mais il est également jouable avec le bon vieux combo souris-clavier. Hésitant entre un style naïf et très stylisé, entièrement doublé en anglais, les amateurs de point and click devraient se laisser charmer par l'ambiance de ce petit jeu. Y a-t-il un paradis pour les héros de jeux vidéo morts ? C'est la question que se pose Jason Oda dans Continue. Le titre complet du jeu est suivi d'un décompte bien connu. Dès le début de l'aventure, après un game over malencontreux, vous allez incarner un des 6 personnages qui vous sera attribué aléatoirement pour explorer 6 des 11 niveaux, eux aussi choisis au hasard. Il ne vous reste plus qu'à explorer les lieux étranges que contient le bout de rame qui vous a été alloué. Pour essayer d'échapper à une éradication éternelle cette fois et que vos pixels ne soient alloués de nouveau ailleurs, il va falloir fuir les programmes qui veulent faire le ménage dans les circuits. Jason Oda est un développeur indé qui s'était déjà fait remarquer pour le jeu flash Skrillex Quest dont on avait déjà eu l'occasion de vous parler. Il s'agissait d'un Zelda-like sous fond de dubstep du musicien californien Skrillex. Le joueur y explorait déjà une cartouche de jeu vidéo en proie à différents bugs. Reprenant l'esthétique voxel de cette précédente expérience, Continue, malgré un peu d'action et quelques énigmes, semble avant tout se reposer sur son atmosphère décalée, son exploration de niveaux excentriques et la contemplation. Une petite balade philosophique, un voyage interne inspiré par quelques balades dans la jungle péruvienne et quelques substances pas forcément très licites de l'aveu du développeur lui-même. Dans Dust Force, la poussière, vous allez lui faire mordre la poussière. Oh, on reprend. Dans Dust Force, la poussière, c'est votre affaire. Ouais, passons. Dans Dust Force, sorti discrètement sur Steam en janvier 2012, fruit du travail du studio indé australien Hitbox Team, vous êtes un super concierge et vous allez traquer la poussière et la saleté où qu'elle se terre. Le but sera même de ne jamais arrêter de balayer pour maintenir votre jauge de combo. Il faudra foncer au travers d'une 50aine de niveaux en glissant sur la poussière et en déblayant les impuretés de votre passage. En plus d'une direction artistique tout de suite attrayante, d'une animation fluide super agréable à l'œil, Capcom y voit un parfait mélange de la dimension plateforme d'un Megaman, de l'action d'un Strider et du sens du timing digne d'un Street Fighter, rien que ça. Car oui, Dust Force a tapé dans l'œil de Capcom, qui désormais pousse pour une sortie du jeu sur Xbox 360, PS3 et PS Vita. Cela devrait être fait début 2014 et de nombreux niveaux supplémentaires sont déjà prévus via 3 DLC. Pour ceux qui veulent se faire un avis de suite sur ce titre qui a failli être injustement oublié, il est disponible depuis longtemps sur Steam. Alors Hobbiton, ça se situe dans une petite ville qui s'appelle Matamata dans l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. En fait, Peter Jackson cherchait un terrain vallonné et survolait depuis un moment la zone en hélicoptère pour faire du repérage lorsqu'il est tombé sur la ferme des Alexander. Alors ce qui lui a plu, c'est surtout sa position géographique. C'est un coin assez éloigné des routes et isolé qui faisait qu'aucun bâtiment, ligne électrique ne pourrait être gênant dans le décor, mais en plus ça lui permettait de travailler en toute discrétion. Alors il a parlé de son projet au proprio, qui connaissait pas du tout l'œuvre de Tolkien, mais qui a accepté pas super convaincu au début. Ensuite, des gros travaux d'aménagement ont été lancés, auxquels même l'armée néo-zélandaise a participé. Alors comment ça s'est passé ensuite? Je vous dis ça après la critique de Teslagrad.
le point commun entre un Super Meat Boy, un Donkey Kong Country et un Castlevania. Ouais, bon, c'est vrai, ce sont d'excellents jeux de plateforme, mais surtout, ils sont à l'origine de milliers de manettes cassées, de cheveux arrachés et d'ongles rongés. En effet, la maîtrise du saut millimétré est une discipline qui demande de la patience. Et qui a terminé un de ces jeux de plateforme old school connaît cette angoisse du vide, soulagée uniquement par un niveau terminé ou un boss battu à l'arraché. Vous étiez en manque de défis? Eh bien, bonne nouvelle, Teslagrad s'inscrit dans cette lignée de titres qui rendrait vulgaire le plus poli des enfants de cœur. Pas parce que le jeu est mauvais, au contraire, mais plutôt parce que recommencer une salle 50 fois à cause d'une minuscule erreur d'appréciation est de moins en moins dans nos habitudes. Teslagrad donc s'inspire de la vieille école. Cela n'a pas empêché le studio Ren Games de lui concocter un univers bien à lui, à base de champs magnétiques, de despotes fous et de héros sans nom. Comment s'appelle cet enfant que l'on incarne et qui est forcé de fuir sa maison? Cette question, le jeu n'y répondra pas. D'ailleurs, il ne répondra pas à beaucoup de questions, du moins pas ouvertement, puisqu'aucun texte ni aucune voix ne viennent casser le rythme de l'aventure. Ici, il n'y a pas d'histoire à proprement parler, mais plutôt un background dévoilé subtilement sur les murs et dans les décors, un peu à la manière d'un portal. Il est question de Teslamanciens, des scientifiques devenus experts dans l'exploitation de champs magnétiques, d'un roi tyrannique qui les accuse d'être des ennemis de la nation, et d'un enfant, le héros, qui a grandi dans le secret de son identité. L'enfant en question est en fait un descendant des Teslamanciens, et pour cette raison, il est recherché activement par les autorités du royaume. Le premier chapitre retrace ainsi la fuite de son domicile vers la tour Tesla, un bâtiment abandonné dans lequel il fera la découverte de plusieurs artefacts utilisés par ses ancêtres. Très vite, le jeune homme fait l'acquisition de deux mystérieux gants, un rouge et un bleu. Ces deux gants sont à la base du gameplay de Teslagrad, car comme évoqué avant, l'essentiel de ces puzzles tourne autour de l'électromagnétisme. Un coup de gant bleu imprègne d'énergie bleue un bloc conducteur, comme ceci. Et un coup d'énergie rouge, vous avez compris. Exactement comme des aimants, les énergies similaires se repoussent, tandis que les énergies opposées s'attirent. Dans Teslagrad, cela se traduit par des puzzles à la base faciles, mais qui se complexifient très vite quand il s'agit de combiner réflexion et dextérité, car les gants ne sont évidemment pas les seuls objets que l'on récupère au cours de l'aventure. Un autre item permet par exemple de se téléporter sur de courtes distances. Si cet objet est pratique pour passer à travers certains murs, il annonce aussi l'arrivée de puzzles qui prendront en compte cette nouvelle capacité. Vous étiez en manque de défis, vous allez être servi, d'autant plus que l'arrivée croissante de nouveaux obstacles et la mort à la moindre erreur ne viendront pas baisser le nombre de jurons que vous pousserez à la minute. Heureusement, Teslagrad n'est pas simple, mais pas non plus injuste. Plus ou moins rapidement, en fonction de son skill, on comprend toujours ce que l'on est censé faire pour passer une salle. La difficulté est ainsi bien dosée, on meurt lamentablement 50 fois, mais toujours avec l'espoir de réussir à enfin battre ce boss lors du 51e essai. Et puis, quel sentiment de victoire ensuite de voir cet ennemi qui nous a donné tant de mal se décomposer une fois vaincu. À ce moment, et à ce moment-là seulement, on peut se permettre de reprendre un peu son souffle ou en profiter pour admirer les très jolies animations en 2D que l'on n'a pas encore eu le temps d'évoquer dans cette critique. Car oui, d'un point de vue artistique, Teslagrad est réussi. Pour son premier jeu, il n'y a pas à dire, le petit studio norvégien a accompli un bel effort pour donner du style et de la vie à son héros et son environnement. Sur le fond, la progression à la Metroid, avec des objets à obtenir pour accéder à de nouvelles zones, se fait naturellement. Et Teslagrad tient toutes ses promesses de jeu de plateforme 1D, au level design original, même si pas non plus révolutionnaire. On n'y trouve donc que peu de défauts, si ce n'est un léger manque de rejouabilité. Comptez plus ou moins 6 heures pour boucler l'aventure. Ainsi que des contrôles pas vraiment naturels au clavier, car on a vite tendance à s'emmêler les pinceaux avec toutes les touches à retenir. Si vous jouez sur ordinateur, on vous conseille donc d'opter pour une manette. Enfin, pas n'importe quelle manette non plus, disons le genre de manette qui n'aurait pas peur de passer 2 ou 3 fois par la fenêtre. Au début, le contrat, c'était de remettre la parcelle dans son état d'origine après le tournage de la trilogie du Seigneur des Anneaux, ce qu'ils ont commencé à faire, mais au vu du succès qu'ont connu les films, le proprio s'est dit que ce serait trop bête de ne pas exploiter ces décors à des fins touristiques. Alors ils ont réussi à sauver une dizaine de maisons en stoppant la destruction, mais le truc c'est que les trous
fait pour les maisons à la base n'était pas super solide. Et quand le tournage du Hobbit a été décidé, l'équipe de production est retournée au même endroit. Ils pensaient utiliser les trous sauvés, mais l'état n'était pas suffisant pour Peter Jackson. Donc ils ont décidé de tout refaire, de manière à ce que les constructions soient solides, dans l'optique de pouvoir proposer des vraies visites de qualité pendant longtemps. Et c'est ainsi que le Hobbiton qu'on peut visiter actuellement a été créé. Et pour moi, c'est vraiment the place to be. Ah, je m'améliore de jour en jour en transition. Je crois que c'est la nouvelle année, ça m'inspire. Salut! Tu es jeune, tu aimes la J-musique, tu en écoutes du matin au soir, ton téléphone est blindé de J-pop et tu connais le groupe sanguin de chacun des membres de One Ok Rock? Bah regarde Otto, parce que c'est pas ici qu'on va parler de concert. Ah, si? Ah bah si, finalement, je vous parle de concert, enfin d'un concert. Celui de 2080, le 16 janvier à Paris, ça commence à 23h, mais vous pouvez y aller plus tôt bien sûr, car avant lui, il y aura deux autres groupes, les Caïmans Philippines et Rouge Kiwi. Quant à 2080, il nous promet un show à base de synthé et de Game Boy comme il sait si bien le faire. Ça se passera à la Dame de Canton, dans le 13e à Paris. Toujours à Paris, le 17 janvier, il y a la soirée Tro Gaming organisée par le Dr Lacave pour fêter la sortie de son journal Rétro vers le futur, un magazine à l'ancienne qui traite de jeux rétro et avec les codes, la maquette et le style de l'époque. Ça commencera à 16h dans la boutique Retro Game Shop et ça se poursuit à 20h au carré Saint-Michel à Odéon. Il y aura aussi Benzaï qui fera le déplacement et attention, c'est un événement estampillé The Place to be Free. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Ah oui, pourquoi est-ce que c'est pas Méda qui présente? Bah en fait, c'est tout bête. Figurez-vous que... Quoi, j'ai pas le droit d'en parler? Bah, pourtant ça arrive à tout le monde. Dans les maisons, il n'y a rien, c'est juste des trous creusés dans la terre avec des façades. Par contre, ce qui m'a assez impressionné, c'est qu'ils ont déplacé des arbres, comme le Big Arbre des Fêtes qui se trouvait à une vingtaine de kilomètres de là. Pareil pour l'arbre qui se trouve au-dessus de la maison de Bilbo. Et lui, il a même dû être entièrement refait pour tourner le Hobbit, puisque le film se déroule 60 ans avant le Seigneur des Anneaux, donc l'arbre devait paraître 60 ans plus jeune. Alors ils l'ont refait en métal avec des feuilles synthétiques patin lama, et il paraît que quand il y a beaucoup de vent, tous les arbres bougent sauf celui-là, donc c'est plutôt marrant. Je vous raconte quelques anecdotes de fanatiques après notre chan. Salut Zotac, c'est Nochan. Alors dans ce genre de cas, je crois qu'il est d'usage de souhaiter une bonne année 2014 tant qu'il n'est pas trop tard. Et je fais comme Benoît et j'en profite pour vous faire de gros bisous. Ouais, et surtout aux filles. Les mecs, je vous serre la main, hein, mais c'est juste que je suis trop timide. Vous vous souvenez d'Iotan, la mascotte d'un célèbre navigateur dont je vous avais déjà parlé? Laissez-moi vous parler d'une de ses copines qui se lance au printemps prochain. Unity-chan, la mascotte Moe la plus open source du marché. Ça sera bien sûr la mascotte du logiciel sous licence gratuite Unity. En plus, sur son site, un modèle 3D pour l'utiliser dans des jeux ou des applis sera bientôt dispo. L'année commence bien. Et pour rester dans les mascottes, quoi de mieux pour présenter des casques audio que quelques personnages Moe? Hein? Je vous le demande. L'illustrateur Lunatic Joker, que vous aviez déjà pu voir dans un Toko Toko, prépare un nouveau guide sur des casques audio. Il organise même en ce moment et jusqu'au 29 janvier un Kickstarter pour faire une version anglaise de son magazine qui sera expédié dans le monde entier. En plus des tests très pointus de casques, et il y a des illustrations Moe. En même temps, c'est le concept. Et il y a aussi des interviews de musiciens de chez Namco et bien d'autres sujets encore. L'année commence bien, je vous dis. Au niveau des séries également, je sais pas si vous avez regardé Space Dandy, mais je me demande où va aller le réalisateur. En tout cas, ils ont déjà annoncé un crossover à la fois improbable et en même temps tellement logique. Il s'agit de Space Galaga, un free-to-play sur smartphone bientôt disponible qui transposera le célèbre shoot de Namco dans l'univers du dandy de l'espace. Ah, le futur. Quand on pourra aller dans l'espace, qu'on pourra se téléporter, quand on pourra léviter... Ah, apparemment c'est déjà possible dans certains cas. C'est ce qu'ont montré récemment quelques scientifiques japonais qui arrivent à contrebalancer la gravité au moyen d'ondes. Quelques ultrasons permettent de soulever des gouttes d'eau ou des petites particules. C'est pas encore un vaisseau spatial, mais c'est déjà bien cool. Je n'en crois pas mes lunettes. Avec un peu de glace, on voit littéralement les ondes. Les pixels m'en tombent.
Ah, la technologie, c'était pas forcément mieux avant, même si on a toujours la nostalgie du passé. Tenez, comme ça au pif, la Dreamcast. Imaginons que vous craquez sur un site d'enchères pour un kit de développement Katana pour la console de Sega. Et là, comme l'utilisateur Zaku8M, en septembre 2013, vous y trouvez peut-être des restes de code. Compilez-le, on sait jamais. Car lui, c'est ce qu'il a fait et il a trouvé quelque chose qui ressemble à une bêta jouable de ToeJam & Earl 3 avec une douzaine de niveaux fonctionnels, des images de cette version que l'on ne pensait jamais apparaître. Oui, ça peut arriver. Ah, malgré tout ce qui se passe dans notre monde, c'est encore beau de pouvoir rêver en 2014, de rêver devant l'Oculus Rift et ses possibilités, et de se dire qu'il faut bien être à la NASA pour trouver une utilité à Kinect. Dans cette expérience, il s'agit d'utiliser le périphérique pour contrôler un bras mécanique en immersion grâce au célèbre casque de réalité virtuelle. C'est beau, et c'est pas parce qu'on est en 2014 que je vais m'arrêter de troller. Et puis quoi encore? Allez, sur ce, à bientôt les otaques. À Hobbiton, la visite est forcément guidée, on ne peut pas y rentrer librement. Et le guide raconte des anecdotes assez marrantes, en particulier des histoires avec les fans. Par exemple, l'histoire d'un gars qui, dès la sortie du bus, est parti se mettre sous l'arbre des fêtes avec son livre du Seigneur des Anneaux. Alors lui, la visite, ça l'intéressait pas, il n'avait jamais vu les films. Ce qu'il voulait, c'était voir si la vision qu'il avait eue du village correspondait à celle de Peter Jackson. Et il paraît que oui, au final. Le guide nous a aussi raconté l'histoire d'un couple qui ne se parlait qu'en langue elfique. La femme comprenait pas l'anglais, donc son mari lui a traduit toute la visite en elfique. Alors moi, je vous aurais bien lancé Rétro Magique en elfique, mais malheureusement, je connais pas. Un crocodile, de la 3D temps réel, un univers enfantin. Croc n'a rien d'une production de gros calibre. Malgré ses 3,5 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde, ce titre n'a pas laissé un souvenir impérissable. Paru sur Saturn, PlayStation et PC, l'aventure de ce drôle de personnage a pourtant modelé l'avenir du genre plateforme. Il est aussi le symbole de l'arrêt définitif de la collaboration entre Argonaut Software, société anglaise de renom, et Nintendo. Après l'abandon de Star Fox 2, Argonaut Software se lance dans l'élaboration d'un nouveau projet. Celui-ci repose sur un concept simple mais ambitieux, créer le premier jeu de plateforme 3D en monde ouvert. Pour matérialiser leurs intentions, les développeurs anglais mettent au point un prototype mettant en scène la célèbre monture de Mario, Yoshi. Malheureusement pour Argonaut, Nintendo n'est pas encore prête à lâcher ses personnages maison, malgré la collaboration jusque-là fructueuse entre les deux firmes. En coulisses, elle redoute également qu'Argonaut Software, vivier de talent, ne vienne faire de l'ombre aux jeux que développent ses studios principaux. Devant le refus du géant japonais, les Britanniques préfèrent reprendre leur liberté et le contrat, qui n'est pourtant pas arrivé à son terme, est rompu. Yoshi est alors remplacé par Croc. Plus tard, Miyamoto Shigeru, en récupérant le prototype Yoshi, imaginera un certain Super Mario 64 en s'inspirant du travail d'Argonaut Software. L'histoire est parfois étonnante. Un jour, alors que la tribu des Gobos vaque à ses occupations, ces derniers entendent un cri venu de la rivière. À leur grande surprise, ils découvrent un berceau contenant un crocodile abandonné. Malgré sa taille et une adaptation peu aisée, Croc parvient à se faire une place au sein de son clan adoptif. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où le terrible baron Dante sème la pagaille dans le village en kidnappant tous les individus qui n'ont pas eu le temps de s'échapper. Le roi Rufus étant à son tour enfermé dans une cage, il ne peut compter que sur la témérité de son fiston tout vert. Place à l'aventure. Lors de son arrivée, Croc s'est rapidement imposé comme le Super Mario 64 des consoles 32 bits. La raison est simple, bien que la progression soit des plus linéaires et que le tout se résume à une succession de petites zones, le joueur évolue dans un monde ouvert et non plus sur rail, comme dans Crash Bandicoot ou Pandemonium. Le pari est risqué, d'autant plus que les concepteurs vont même jusqu'à s'inspirer d'un certain Tomb Raider. Ce n'est pas pour rien que le reptile transporte un sac à dos. Avec ses graphismes colorés, sa musique enjouée et ses personnages attachants, difficile de nier les qualités du petit carnassier. Pourtant, un gros problème vient entacher le tableau, la maniabilité.
Celle-ci, à défaut d'être mal réglée, est épaulée par une caméra qui peine à suivre l'action. La focale choisit même parfois des angles improbables. Résultat, on passe son temps à se cogner, à pester sur les sauts, alors que le level design n'a de base rien de difficile. Le tout aurait pu être corrigé avec une caméra libre, mais la seule interaction possible avec cette dernière consiste à monter ou descendre la vue. Pas de chance. L'aventure, assez longue, se compose de 5 environnements différents. Au sein des multiples niveaux, Croc doit récupérer des gemmes qui font office de protection en cas de choc avec un ennemi. Quelques énigmes à base de mécanismes à activer sont également là pour égayer la progression. En chemin, la priorité consiste à libérer les gobos emprisonnés. Ils peuvent être enfermés dans une cage ou cachés dans l'une des nombreuses caisses que contient le jeu. Durant le périple, il est aussi possible de mettre la main sur des items colorés qui donnent accès à des zones jusque-là inaccessibles. Et comme dans tout jeu de plateforme qui se respecte, les endroits secrets ne manquent pas. Traverser les niveaux sans rencontrer de résistance serait une hérésie. Pas de panique, les joueurs peuvent compter sur les boss pour leur mettre des bâtons dans les roues. Le baron Dante n'hésite pas à métamorphoser de charmantes créatures en gardiens puissants. Que ce soit sur la glace en compagnie d'un yéti qui se multiplie ou sous l'eau, les situations ne manquent pas de variété. Dommage que le gameplay soit assez redondant, la technique pour vaincre les boss étant plus ou moins toujours la même. Croc Legend of the Gobos est un titre honorable à condition de s'adapter à sa caméra capricieuse. Bien qu'aujourd'hui oublié, l'épopée du crocodile s'est tout de même écoulée à près de 3,5 millions d'exemplaires. L'aventure est visuellement agréable et chaque thème musical s'adapte à l'environnement. Teinte cristalline pour le monde de la glace, musique orientale pour le paysage désertique, orgues et clavecins pour le château du baron. La bande-son est indéniablement l'un des points forts du jeu. Le reste est plus académique, ce qui a poussé Argonaut Software à produire une suite plus originale, sobrement intitulée Croc 2. Dans cette suite, le héros découvre une bouteille dans le sable fin. À l'intérieur, un message affichant une empreinte similaire à une patte de crocodile l'incite à partir à la recherche du destinataire. Qui sait ? Peut-être qu'il retrouvera ses parents. Dans la continuité du premier épisode, ce volet a subi de grandes améliorations. L'univers est plus vaste, des véhicules font leur apparition tels qu'un bateau ou un chariot de mine, et le gameplay est plus varié. Le village sert désormais de hub et la progression est moins linéaire. Quant à la maniabilité, elle se veut plus réactive et efficace. Sorti sur PlayStation et PC, Croc 2 est plus agréable que son aîné malgré une difficulté mal dosée et une caméra perfectible. En dépit de ventes conséquentes, la série n'a pas marqué les joueurs. Le développement de Croc 3 a débuté en 2001, mais il n'est jamais arrivé à son terme. En 2004, Argonaut Software, devenu Argonaut Games, a mis la clé sous la porte, laissant derrière elle un énorme succès, Star Fox sur Super Nintendo, et des jeux plutôt sympathiques. Nul doute que l'on vous en présentera d'autres lors de prochains Retro & Magic. Voilà pour cette petite visite de Hobbiton. Alors c'est bien sûr 10 000 fois plus beau en vrai, vous imaginez bien. Donc si vous avez la chance d'aller en Nouvelle-Zélande un jour, je vous le conseille. Voilà, demain vous retrouvez Benoît et moi je vous dis à jeudi.